J'étais impliquée dans plusieurs un bout de temps, mais là, je passais la moitié de ma vie, la moitié de mon travail sur les tables. À un moment donné, ça demandait trop, il fallait que je revienne au bercail. On me l'a souligné au conseil d'administration aussi. Il a été un moment donné, là, on a comme glissé. J'étais plus ici. Puis là, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est vrai qu'il faut que j'aille chercher de l'information ailleurs. Oui, il faut que je me montre proactive. Mais en même temps, j'ai dit, là, ça n'a plus de bon sens. En matière de participation à des tables et comités de concertation, ce piège de se retrouver trop souvent à l'extérieur guette tous les organismes. Dans le cadre de la série sur les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec, nous explorons ici les façons de tirer le meilleur parti du temps consacré aux tables et aux comités de concertation. Dans cette capsule, 6 directrices de centre nous font part de leur lecture et expérience. Les 2 premières, que nous avons entendues en ouverture, nous ont livré leurs témoignages en entrevue individuelle, alors que les 4 autres ont réagi à cette thématique dans le cadre d'une mini-discussion de groupe. D'entrée de jeu, précisons que nous avons retenu ce thème parce que la très grande majorité des centres consultés reconnaissent que la participation aux concertations est à valoriser. C'est essentiel parce qu'on ne peut plus travailler en vase clos, on ne peut pas être en silo. Il faut se tenir au courant des besoins, les nouveaux besoins, gérer les anciens qui sont encore là. Donc, effectivement, on n'a pas le choix d'être sur plusieurs temps. Pour recevoir et se nourrir d'informations, mais aussi pour apporter aux autres organisations du milieu. Des fois, les autres, que ça peut être juste une petite information que je leur amène, puis que ça peut les faire débloquer sur d'autres choses. Tu sais, des fois, ça peut être minime, puis qui peut amener vraiment à quelque chose de plus... Avec nos 2 témoignages d'ouverture, on constate que les centres sont tellement sollicités qu'il leur faut faire des choix. Avant d'aborder les bases et critères de choix, arrêtons-nous sur un premier questionnement soulevé par nos interlocutrices. Pour un centre se retrouvant sur des bases fragiles, est-ce pertinent d'investir du temps dans des concertations? Au niveau des choix par le passé, c'était en fonction de la santé de l'organisme aussi. C'est-à-dire au niveau des ressources humaines ou au niveau des ressources financières. Quand c'est stable à ce niveau-là, on est en mesure de faire davantage de représentation externe. Mais quand il y a des difficultés internes, puis nous, on a la preuve vivante qu'après l'enfer, il y a le bonheur, je peux vous le dire. Donc, quand ça va pas bien, on n'a pas le temps d'aller à l'extérieur. Fait que ça aussi, c'est un autre... il faut avoir un organisme sain, en santé, stable, pour pouvoir être dégagé. Moi, c'est le contraire. Il y a eu des périodes creuses, puis c'était vers d'autres organismes, dans d'autres concertations, comme tu travailles, où j'allais puiser de l'énergie pour pouvoir répondre, puis en tout cas faire de la résolution des petits problèmes. La concertation, de toute façon, ça nous nourrit. Hein? En tant que DG, à un moment donné, la tâche est très lourde. Aller vers l'extérieur, aller comprendre ce que les autres organismes vivent, qui ont la même clientèle que nous, c'est toujours gagnant. Maintenant, quels sont les critères ou les bases sur lesquelles faire des choix pour éviter le virus de la réunionnite aiguë? Il ne semble pas y avoir de recette miracle. La mission et l'environnement du centre auront une influence sur les critères. Certaines pistes évoquées par nos interlocutrices peuvent toutefois inspirer la réflexion. À quoi ça va nous servir, tu sais, comme organisme, à quoi c'est utile? Je pense qu'il faut voir à quoi c'est utile. Est-ce que c'est utile pour l'organisme? Pour l'organisme, pour les aînés, tu sais, il faut que ça donne quelque chose dans notre implication dans la communauté. Mes choix, je les ai faits. Où est-ce que stratégiquement que ça va amener un plus à l'organisation? J'ai essayé de garder celles que j'avais le plus d'impact dans leur milieu, puis que moi, ils m'amenaient quelque chose aussi à l'organisation. En fonction des priorités qu'on s'est fixées sur une base triennale du centre, vers quoi on veut aller pour les prochaines années. C'est vraiment en fonction de notre planification d'organisation. Le milieu rural, c'est organisé différemment. Je vous écoutais tantôt, vous disiez, on est l'organisme dans Saint-Léonard, mais nous, dans Montcalm, notre territoire, on est le seul organisme en soutien à domicile. Le reste, c'est des organismes dans d'autres secteurs d'activité. Fait qu'on travaille plus en maillage avec les autres organismes du milieu. Une tendance semble toutefois se démarquer, celle de privilégier des tables et des comités qui valorisent de l'action plus concrète.
Moi, il faut que je sois dans l'action, à quelque part, sinon je m'ennuie. Fait qu'il faut que ça soit proactif. Tu sais, quand je dis, faut qu'il y ait quelque chose, un intérêt, là, oui, il faut que ça soit proactif. Sinon, je ne vais pas aller m'emmerder dans une table. On a fait le choix, on s'est retiré de certaines tables. Par contre, il y a des comités de travail qui se sont instaurés, puis comme on est le seul organisme dédié aîné à Saint-Léonard, on est appelé à travailler sur ces comités-là. Alors, moins de tables. On a laissé la table en sécurité alimentaire, de logement social, mais c'est surtout sur les comités de travail. Là, c'est vraiment... ça a explosé depuis les 2-3 dernières années. Là. Sauf que c'est du concret. On travaille sur des projets, sur des chantiers, sur des... bon, il y a plus de travail, mais c'est un peu plus concret. Vous avez parlé de... c'est plus concret, le travail. On a l'impression que des grandes tables, on est un petit peu moins... le vrai travail n'est pas vraiment là. C'est dans les comités, les sous-comités. Donc, c'est là, on aime, étant des gens d'action, les directeurs généraux habituellement, là, des gens d'action, on aime bien aller où est-ce que le vrai travail se fait. Dans le secteur Ahuntsic Nord à Montréal, la table de concertation des aînés a été mise sur pied il y a à peine 2 ans. Dès le départ, on lui a donné une signature tournée vers l'action. On l'appelle, c'est important, on l'appelle la table d'action et de concertation des aînés d'Ahuntsic. Alors, déjà au niveau, parce qu'on voulait que ça soit très concret. 5 priorités, c'est-à-dire habitation, milieu de vie, isolement, bénévolat, information, transport et déplacement. Donc, chacune de ces priorités a un comité et nous sommes en liaison avec chacun de ces comités-là. Donc, ce qui fait que ça fait au moins une trentaine de réunions par année, sinon plus, juste pour la table de concertation d'action des aînés dans le cycle. De 30 à 40 réunions par année, les centres consultés sur ce thème reconnaissent que même en faisant des choix, la moyenne est d'au moins 40 à 50 réunions par année. Dans ce contexte, concentrent-ils leurs choix strictement sur des tables aînées? La grande majorité estime important de garder de la place pour des tables plus intersectorielles ou multiclientèles. Dans ce cas-là, c'est peut-être la table de soutien à domicile, nous, qu'on appelle, parce qu'on a moins ciblé aînés, on a ciblé plus large pour rejoindre les aînés, les proches aidants, les personnes qui ont des problématiques liées au soutien à domicile, en santé mentale. Bon, c'est peut-être plus large parce que justement, on est en milieu rural, puis qu'on est obligé d'embrasser plus large. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est les aînés, mais c'est avec d'autres types de clientèle aussi. Je pense qu'il ne faut pas s'isoler non plus comme groupe juste aînés. Je pense que c'est important d'avoir des liens avec d'autres types d'organismes communautaires. On touche beaucoup à de clientèle avec les personnes âgées. C'est sûr que moi, justement, au niveau des femmes violentées, et justement, la dernière fois, puis j'ai été surprise, c'est une information qui m'a été amenée. Elle dit, Annie, tu serais tellement surprise au niveau des statistiques, comment c'est rendu c'est des personnes âgées qu'on accueille. Après ça, au niveau, c'est sûr qu'on s'aperçoit aussi beaucoup avec l'isolement des personnes âgées qu'au niveau des problèmes de santé mentale qui se développent beaucoup plus, qui prend de l'amplitude. Puis nous autres, on s'en aperçoit, mais la personne qui est en santé mentale, j'ai un contact aussi plus, que ça soit au niveau de la table de fond de lutte à la pauvreté. Moi, l'âge d'or, je la vois pas, là. C'est vraiment des gens sur le seuil de la pauvreté que je côtoie. C'est que veux pas, j'ai un fil conducteur. Roxane Hamel, du Centre d'entraide Ahuntsic Nord à Montréal, estime qu'il faut être ouvert, mais aussi être un peu critique face aux invitations à siéger sur des tables multiclientèles. Je suis partagée parce que je me dis quand on n'a pas de temps, à un moment donné, il faut s'uniter, puis il faut faire en sorte qu'on arrive à atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Donc, on se concentre sur les aînés, majoritairement. Là, moi, je dirais un bon 80%. Mais il ne faut pas rester fermé. Il ne faut pas travailler en vase clos. Donc, il faut être ouvert, mais il faut faire des choix éclairés. J'ai l'impression des fois qu'actuellement, les demandes qu'on a, parce qu'on a des demandes, puis les raisons qui motivent les sollicitations, des fois, sont liées beaucoup au financement disponible, je dirais, actuellement dans le secteur des aînés. Puis ça m'inquiète. Je ne suis pas sûre que c'est les bonnes raisons. Dans les quartiers montréalais d'Ahuntsic et de Saint-Léonard, la solution passe en bonne partie par une table d'aînés qui a une approche d'ouverture aux autres partenaires.
On a travaillé fort, puis on voulait vraiment aller chercher pas seulement des organismes qui ont une mission aînée, mais qui sont touchés par la problématique du vieillissement. Alors, à l'intérieur de notre TAC qui siège, il y a l'accueil aux immigrants qui ne s'occupe pas que des aînés, mais ils ont quand même un volet. Il y a vraiment un organisme aussi, c'est des femmes haïtiennes qui visent l'intégration au marché du travail. Alors, il y a vraiment, c'est innovant au niveau des gens qui siègent à cette table-là, parce qu'on va chercher différentes expertises, puis, mais sinon, ça aurait ramassé avec une table de concertation, juste c'est pas péjoratif, mais qu'avec des clubs d'âge d'or qui n'ont pas nécessairement la même mission qu'un centre communautaire. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'il faut choisir nos tables en fonction aussi des intérêts. On a plusieurs intérêts. Au-delà des critères, nous avons aussi exploré comment se faisaient les choix des instances de concertation à privilégier. En fait, on voulait savoir qui est impliqué dans les choix du centre. Si le conseil d'administration est souvent impliqué, d'autres apports sont aussi retenus. Le conseil d'administration, surtout au moment des planifications stratégiques, c'est un bon moment pour décider des 3 prochaines années, là, comment on s'y prend. Okay. Conseil d'administration, il y a des fois où j'ai des appels, je vais prendre la décision seule. Okay. Je ne sens pas le besoin de consulter à chaque fois le CA. Okay. Moi, c'est surtout en équipe, parce que, veut pas, ça leur met une surcharge de travail. Quand on décide de s'impliquer dans un comité, ça peut être une intervenante, ça peut être moi, mais même que ce soit moi ou l'intervenante, c'est les autres qui écopent aussi au niveau de la charge de travail. Alors, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en équipe, qu'on décide en équipe. Et à quelle fréquence réévalue-t-on la pertinence de ces choix? On vient d'entendre qu'au rendez-vous des aînés de Laval, c'est plus aux 3 ans. Mais dans d'autres centres, on se questionne à chaque année. Chaque septembre, là, si tu veux, on a nos engagements. Moi, je regarde les engagements qu'on a, puis je propose au CA ce que je veux faire. C'est une fois par année, lors de la planification annuelle, en lien avec le plan d'action. Pour alléger la pression de temps sur la direction générale, quelques centres partagent la représentation externe avec des administrateurs et des employés. J'ai un membre de mon CA maintenant qui nous représente sur la table de quartier. Alors ça, c'est nouveau. Puis, par rapport à ça, ça alimente les débats au niveau du conseil d'administration. En fait, c'est nos regroupements qui sont impliqués vos membres de conseil d'administration, donc ça nous permet de nous libérer, en plus des employés. On a une équipe de travail pour pouvoir diversifier les représentations et les membres de mon conseil d'administration sont des représentants. Ils s'impliquent également, donc ça permet de pouvoir diversifier la représentation. À l'intérieur de l'équipe, là, je pense que c'est important aussi de dire comment c'est perçu. C'est que c'est perçu comme une autonomie qui est confiée de la part de la direction. Je te fais assez confiance pour pouvoir t'envoyer sur ce comité-là, mais je pense qu'au niveau de la personne qui est déléguée, ça développe davantage son intérêt d'appartenance à l'organisation, ça partage l'expertise à l'intérieur aussi. Des représentations assurées par des administrateurs ou des employés et à Gatineau, même par des bénévoles. Un autre, on a un projet qu'on fait avec d'autres organismes, c'est au niveau du logement, là, parce qu'on est à les 3 maintenant ici. J'ai envoyé quelqu'un qui est bien meilleur que moi. C'est un bénévole qui fait ça, mais il connaît mieux les enjeux que moi. Fait que go, là, puis il est volontaire, puis il va, là. Mais comment réagissent les autres membres de ces tables au fait que le centre ne soit pas représenté par sa direction? Le coordonnateur des tables de quartier qui est venu me voir et m'a dit « J'apprécie beaucoup la personne qui vient. » En fait, c'est une membre du CA, mais c'est une personne qui a un portrait d'expérience passée, qui a fait partie de mouvements syndicaux, qui est en mesure, si on peut dire, de participer à la table et qui est assez près, si on peut dire, de ce que nous faisons entre aides pour contribuer. C'est ça qu'ils veulent, que ce soit une personne qui puisse quand même s'impliquer et apporter quelque chose à la table. C'est pas juste un visage pour dire « OK, Entraide Antique-Nord est là ». Ça va plus loin que ça. Au niveau du milieu, de la table, du comité, c'est bien perçu. C'est la déléguée de la personne, la déléguée de l'organisation qui participe à cette concertation-là. Il n'y a pas de...
c'est pas mal perçu du fait que ce soit pas la direction qui y va. C'est sûr qu'on déplore que ce ne soit pas tout le temps la direction qui y va. Puis peut-être plus, parce que moi, c'est des employés, c'est pas des membres du conseil. Alors, ils ont peut-être moins le pouvoir décisionnel d'embarquer sur certains comités, prendre certaines tâches, doivent rendre des salles internes. Ça, c'est un petit peu plus fatigant par rapport à la concertation. Que la personne déléguée puisse témoigner d'une certaine autorité à parler au nom du centre semble donc une condition de succès d'une représentation externe partagée. Christiane Charon de Gatineau et Annie Ovington de Jonquière ajoutent une condition de succès associée au profil et à l'aisance de la personne qu'on délègue. Il faut que tu aies quand même, faut que tu connaisses bien, il faut que tu apprennes à connaître les enjeux, avoir un intérêt. Ce qui est important aussi, je pense que c'est de bien connaître le centre aussi, parce que les gens qui représentent, ils représentent le centre. Donc, de connaître la mission, de connaître ce qu'on fait, c'est des atouts et des avantages. Fait que quand tu arrives ici, bon, c'est peut-être pas la meilleure des choses d'aller représenter le centre. Il faut qu'il y ait quand même un bagage de fond, là. Faut que tu saches qui tu représentes. Puis je pense que c'est de bien cibler la personne aussi, là. Puis souvent, la personne aussi, elle sait aussi, quand elle dit, écoute, je pense que je suis pas à l'aise, puis je pense que j'amène pas assez la teneur de l'endroit, où j'apporte pas assez, ou je sens que mes compétences arrêtent là. Les gens connaissent quand même leurs limites, là. À date, j'ai jamais eu vraiment là, de problème par rapport à ça, là, au niveau de la délégation, là. Peu importe qui le représente, un centre aura un meilleur rendement sur le temps investi dans les concertations si on accorde une attention non seulement aux points officiels de discussion, mais aussi au potentiel des occasions informelles. Il y a beaucoup de choses qui se passent en informel à ces réunions-là. Les coordonnateurs de table ont toujours de difficultés à nous ramener à la table. Hein. Je ne sais pas si c'est lors des pauses, parce qu'on est en discussion. Je trouve que c'est un compliment parce que quand on participe, qu'on est vraiment actif, on est visible aussi. Oui. Et des fois, c'est pas juste nous qui sollicitons. On vient nous chercher durant ces pauses. Puis dans l'informel, le fait d'aller vers, tu as entendu pendant la rencontre, quelqu'un parler d'un projet ou tout ça, tu vas aller, puis que ça t'intéresse, tu vas profiter de ces moments-là pour aller un petit peu plus loin et dire ça m'intéresse ce que tu as dit. Tu fais des liens de proximité avec ces personnes-là aussi, ces organisations-là. Je suis contente, je vois que ça commence à être tout le temps là, présent, le réseautage à l'intérieur des centres communautaires et des gens importants qui sont invités. Parfois, ça peut être un représentant du gouvernement ou un représentant d'une autre table qui est invité, puis là, on profite de l'occasion. Pour Annie Ovington de Jonquière, le rendement sur le temps investi dans les concertations dépend beaucoup aussi de ce qu'on fait avec l'information. Ce que je pense qui fait qu'une réunion peut être, toutes ces réunions-là peuvent être explosives, puis vraiment à leur teneur, là, c'est que moi, je ramène, c'est dans la façon que je ramène l'information. Si je m'approprie, si je vais à réunion, puis que je m'approprie ce que je sais passer là, ça donne quoi? De faire le tour de mon équipe, qui est-ce que ça touche, puis qui est-ce à qui qu'il faut que j'aille dire l'information pour que ça fasse que son petit bout de chemin. C'est là que c'est gagnant. C'est souvent ça, on en parle beaucoup aussi dans nos réunions, qu'il faut que le transfert d'informations se fasse tout le temps. Puis c'est ça qui fait le succès de l'affaire. Parce qu'aller participer pour participer... Rappelons que cette série sur les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec n'a pas la prétention de mettre en valeur des pratiques ou approches incontournables. Nous souhaitons simplement que les témoignages d'organismes présentés dans cette capsule puissent inspirer la réflexion d'autres centres communautaires qui se questionneraient sur les façons de tirer le meilleur parti possible de leur participation à des tables ou comités de concertation.